Car et de la chute qui reste un peu, savoir si on arrive sur un niveau clé et que potentiellement ça peut repartir parce que l'avenir est plutôt radieux, ou s'il y a une chute et que c'est pour une bonne raison et qu'il faut faire attention. Alors déjà, on va commencer par aller regarder les actualités. Pernod Ricard distille des résultats records sur 2022-2023. Alors, le groupe français des spiritueux Pernod Ricard a publié jeudi des résultats records pour son exercice décalé de 2022-2023, clos fin juin, avec notamment un bénéfice en nette hausse de 13% à 2,26 milliards d'euros, 2,16 milliards de francs suisses. Le chiffre d'affaires annuel du numéro 2 mondial du secteur propriétaire du pastis Ricard, whisky Jameson et de la vodka Absolute, du cognac Martell et des champagnes Mumm et Perrier-Jouët a également progressé de 13% à 12,14 milliards d'euros selon un communiqué. La progression du chiffre d'affaires est tirée par l'augmentation du prix des bouteilles, les volumes ne progressant que de 1%. Le groupe français a parallèlement bénéficié des effets de change favorables. Alors les effets de change favorables, il faut éviter d'en tenir compte, même si là pour une fois c'est une bonne nouvelle, mais ça peut fluctuer dans l'autre sens. Les volumes ne progressent que d'1%, ça veut dire que on a du mal à faire à la croissance du nombre de bouteilles vendues, puisque ça c'est bien ça, les volumes, c'est le nombre de bouteilles vendues. Alors forcément, ça devrait être une bonne nouvelle normalement d'avoir des forts volumes pour un revendeur d'alcool. De l'autre côté, avec tout justement, avec le fait qu'on essaye de faire plus attention à son corps, en meilleure santé, de boire moins d'alcool, ou en tout cas moins souvent, c'est-à-dire que plutôt le week-end, voire même de dire on peut très bien réussir à faire un apéro sans alcool, etc. On essaye au maximum de diminuer les ventes d'alcool. Forcément, c'est pas étonnant qu'on arrive à seulement 1% de progression. Et l'augmentation du prix des bouteilles, avec l'inflation, c'est logique, il y a eu forcément un report sur le chiffre d'affaires, enfin sur le prix de chaque bouteille, et donc sur la marge qu'il y a eu derrière. Toutes les régions ont progressé, en particulier l'Asie, plus 17%, aéroport, Inde, Chine, Turquie notamment, et l'Europe, plus 8%, Espagne, Allemagne en tête. L'Amérique faisant moins bien, plus 2%. Toutes les catégories de spiritueux sont également en croissance, à commencer par les marques stratégiques internationales menées par les Scotch, Martell, Jameson et Absolute. Le groupe a réussi à préserver ses marges face aux poussées inflationnistes et à l'augmentation des prix de l'énergie et des matières premières, en augmentant ses prix. Le résultat opérationnel courant est en hausse de 12% à 3,35 milliards d'euros. C'est une très bonne chose, puisque ça veut dire que Pernod Ricard arrive à redistribuer l'inflation sur le prix et que ça continue à se vendre. Et on a vu l'augmentation des volumes de 1%. Ce qui veut dire que, alors même si 1% c'est l'épaisseur du trait, ça veut quand même dire qu'en augmentant les prix, en refaisant subir au client, en répercutant l'inflation au client sur son prix, sur son portefeuille, ça ne fait pas chuter les volumes. Donc, pour la société, c'est une bonne chose. Pernod Ricard a une fois de plus réalisé une très bonne performance annuelle avec une croissance équilibrée à 2 chiffres de vente et des bénéfices malgré un environnement volatile, a commenté le PDG Alexandre Ricard cité dans le communiqué. C'est très logique. La pertinence de notre stratégie de croissance, la désirabilité de nos marques et l'engagement sans faille comme l'agilité de nos équipes nous ont permis de gagner des parts de marché dans la plupart des pays tout en renforçant notre niveau de prix. Nos niveaux de prix, pardon. Oui, parce que la croissance, j'y crois plutôt moyen, puisque Pernod Ricard est quand même une entreprise mature qui, à part si elle arrive à racheter des concurrents ou à s'implanter dans de nouveaux marchés, aura du mal à faire de la croissance. C'est un marché plutôt mature, c'est une société plutôt mature. Et quand on va voir sur le Gourd Focus, on voit qu'historiquement, la tendance d'earning per share est environ de 1,54%. On voit donc c'est une croissance, la trendline est à 1,54% de progression, ce qui n'est pas énorme. Et niveau des revenus, on est dans le même genre, on est à 0,15%. Donc c'est bien ce qu'on disait, c'est une société mature sur un marché mature. Il n'y a pas de mal à cela, c'est juste qu'il faut le savoir, on ne fera pas 10% par an chaque année pendant encore des années. On est plutôt sur le plateau d'un business, on est maintenant sur une société qui peut continuer de grandir, d'optimiser les marges et de découvrir de nouveaux marchés, mais ce ne sera pas à la lumière égal à des sociétés de croissance vraiment pures comme on a souvent les sociétés tech. Si on regarde sur du très long terme, ici, on peut voir que les revenus totaux augmentent, donc c'est très bien. On voit que sur du très très long terme, donc depuis 10 ans, 15 ans, on augmente. On passe de 7 milliards à 12 milliards. Alors il faudra voir s'il y a du rachat de concurrents, par exemple des nouvelles marques, forcément avec de l'optimisation derrière. Oui, des revenus nets relativement stables, même si une petite progression quand même, puisqu'on est quand même passé de 1 milliard à 2 milliards
en 15 ans, ce qui est pas mauvais du tout, c'est plutôt pas mal. La marge nette qui reste relativement constante pendant des années, puis qui finalement finit par monter aux alentours de 2016. On a eu quelque chose, on était passé de 13 à 14% en quelques années et de 14 à 18, c'est une très bonne chose. Et le nombre d'actions en légère diminution, même si depuis quelques années ça s'accélère. Depuis 2019, on voit bien qu'on commence à racheter massivement. Si on passe au screener 2, on voit ici le rocher qui est un bon rocher à 13%, c'est vraiment pas mal. On était resté stable, voire même en déclin. Alors c'est logique, quand on rachète des concurrents, tout ça, on n'est pas au mieux optimisé. Donc ça permet de faire de la croissance externe, mais pas forcément derrière d'être super optimisé dans la société. Et on voit bien que depuis 2 ans, alors à voir si ça va durer, mais on est à 13%, 14%, on est reparti sur les niveaux d'avant et peut-être plus à voir. Le free cash flow qui est pas mal, en légère croissance aussi, on est passé à 1 milliard, on redescend, on remonte, mais globalement on est sur une tendance haussière et 1,7 milliard, on est redescendu ici à 1,3 milliard, mais à voir si on ne monte pas en dents de scie. Le price to free cash flow qui est à 31, alors je vais zoomer puisque là forcément s'il y a eu une mauvaise année, il zoome. Voilà, on est plutôt sur la médiane, 31, on est au milieu, c'est vraiment pas mal. Donc aujourd'hui, on peut dire que si on regarde par rapport au free cash flow, c'est ni trop cher ni pas assez, on est relativement au milieu, donc plutôt un prix d'acquisition standard. Si on va voir le troisième, en regardant le PER, puisque c'est ce que tout le monde regarde, si on regarde bien là, on va voir que finalement, on est relativement bas, puisque le médian se trouve aux alentours de 20 à 22, et on arrive ici sur un plateau relativement bas qu'on n'avait pas eu depuis des années, ici à 18. Bon, on est à 18,6, on est vraiment aussi sur l'épaisseur du trait, mais voilà, on est relativement bas par rapport au PER. On a une dette qui est relativement stable, quoique en légère croissance depuis quelques années, mais vu les industries, les distilleries, tout ça, ça ne m'impressionne pas plus que ça. C'est normal d'avoir un peu de dette, 10 milliards de dettes, vu la capitalisation, c'est pas mal. Les capitaux propres qui augmentent continuellement, c'est très bien, c'est ce qu'on veut voir. Et la capitalisation boursière qui augmente aussi, elle, avec les années, même si on a eu un bon décroché ici, et qu'on a l'air de se remettre par là. Donc ça pourrait éventuellement être le moment d'en acheter si jamais on est intéressé. Si on regarde du côté de la valorisation maintenant, alors j'ai remis exactement tous les chiffres, le bénéfice net actuel par action, et ici le BNA prévisionnel, donc celui de l'année prochaine. C'est celui que j'ai eu sur TradingView. Ici, j'ai mis le PER de 18 ou de 24. 18, c'était bien le bad range qu'on avait vu. Et 22-24, c'est le PER relativement médian. J'ai remis toutes les marges. Et la croissance moyenne passée que nous avons eue, ici, j'ai mis tous les free cash flow qu'on avait eu. Il calcule une croissance médiane, si je dis pas de bêtises, une croissance médiane. Donc, on avait 1,81, ce qui rejoint la trendline de Gourand Focus, qui était aux alentours de 1,50, 1,60%. Ici, on a des nouveaux indicateurs, ça sera pour nos valorisations, avec la croissance future estimée qui est aux alentours aussi de 1,80. J'ai pas voulu faire dans le détail, on aurait pu mettre 1,50, 1,60 comme gros focus, ça ne change pas grand chose. Ce qui compte, c'est ici aujourd'hui le rendement actuel. Si vous achetez une action aujourd'hui au prix actuel à 163,95, on se retrouve avec un bénéfice net actuel à 8,81, ce qui donne un rendement actuel de 5,37. Comparé aux obligations d'État, ça peut être relativement pas mal, même si évidemment il y a plus de risques sur une action que sur une obligation. Mais on arrive au même rendement, à savoir si c'est ce que vous voulez ou pas. Si on fait une valorisation grossière, qu'on fait le résultat net fois le PER moins la dette, on arrive à 119. Donc on est un petit peu cher aujourd'hui, mais on ne valorise pas forcément que avec juste un RN fois un PER. Des fois c'est plus complexe que ça, même si ça permet de situer globalement où nous sommes. Si on regarde la valorisation de Graham, alors je ferai une vidéo là-dessus pour expliquer, c'est une valorisation, c'est pour calculer la valeur intrinsèque d'une entreprise qui prend en compte justement ces taux-là et qui mesure, je vais mettre ici, mais qui prend en compte les bénéfices nets et qui utilise, alors 8,5, il faut aller voir la formule mathématique, c'est pas sorti de nulle part, et qui prend en compte les deux taux-là. Grosso modo, c'est la valeur de la société, je ne vais pas dire à la casse, puisque ce n'est pas vraiment le cas, mais en fonction de ce qu'elle gagne et en fonction de ce qu'on pourrait avoir ailleurs sur le marché, globalement, c'est le prix qu'on pourrait espérer en tirer. Alors, le DCF projeté, ce que c'est que c'est les free cash flow avec la croissance qu'on avait eue. On applique une même croissance, mais on dévalorise les free cash flow tout simplement puisque 1 euro aujourd'hui ne vaut pas 1 euro de demain. Donc si la société arrive à générer aujourd'hui 1 euro, il a plus de valeur que 1 euro dans 5 ans, dans 10 ans et dans 20 ans.
C'est facile à comprendre, c'est exactement comme l'inflation, c'est le même concept, c'est relativement lié. C'est-à-dire que, on le sait tous, le prix de l'essence il y a 10 ans n'était pas le même prix qu'aujourd'hui. Le prix de l'essence il y a 20 ans, il y a 30 ans et il y a 40 ans n'était pas le même qu'aujourd'hui. Comme la monnaie s'érode avec le temps, toutes les choses deviennent plus chères. Donc forcément, avec 1 euro il y a 10, 20, 30 ans, vous n'achetiez pas la même chose qu'aujourd'hui. Et dans 10, 20, 30 ans, il est fort probable qu'avec 1 euro, vous achèterez encore moins de choses. Si on le voit à l'inverse, globalement, on peut dire que les choses coûtent plus cher. Avant, avec 1 euro, vous pouviez acheter une baguette. Aujourd'hui, si la baguette est à 1,20 €, avec 1 euro, vous ne pouvez plus acheter une baguette, vous devez mettre plus cher. Ou alors, on considère que la baguette coûte plus cher. C'est vous qui voyez, c'est où votre euro se dévalue et il vous faut plus d'euros pour acheter la même chose. Donc, on considère que là, c'est la baguette qui est restée standard dans le temps. Ou on considère que c'est la baguette qui a augmenté et qu'elle est passée du seuil de en dessous de 1 euro à au-dessus de 1 euro. Peu importe, dans tous les cas, 1 euro d'aujourd'hui ne vaut pas 1 euro de demain. Et donc, les bénéfices futurs, même s'il y a une croissance et même si on gagne de plus en plus, même si on gagne 1, puis 1,5, puis 2, puis 3, si les 3 arrivent dans 40 ans, ça équivaut peut-être au 1 d'aujourd'hui. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on accumule tous les free cash flow que l'on va gagner à l'avenir et on les ramène à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, on enlève la progression, donc le coût marginal du capital. Grosso modo, on peut dire que c'est lié à l'inflation. C'est comme si on dévalorisait du niveau de l'inflation chaque année. C'est-à-dire que si vous avez 6% d'inflation, le 1 euro d'aujourd'hui, et ben dans un an, ça donnera 1 sur 1 moins 6%. Puisque si on se retrouve avec 6% d'inflation, forcément, votre euro vaudra en gros 6% de moins. Donc, ou vous pourrez acheter 6% de choses en moins avec le même euro. Et donc, on dévalue comme ça chaque année, ce qui fait que dans 20 ans, forcément, à coût de 6% par an, vous arrivez peut-être à 0,3, donc vous arrivez peut-être à 30 centimes, équivalent dans 20 ou 30 ans, par exemple. Et donc, on projette tous les bénéfices futurs et on les ramène à aujourd'hui pour savoir si ça vaut le coup. Et la valorisation par DCF nous donne 142 €. Aujourd'hui, on est à 163, donc on est un petit peu surévalué, mais c'est ce qu'on avait vu aussi au niveau du PER. Le marché estime à peu près bien cette société. On n'est pas au plus haut, mais ça reste une société de qualité et surtout, c'est une société avec une grande stabilité puisque Pernod Ricard a quand même énormément de marques, il faut le savoir. Si on se rend sur le site de Pernod Ricard, on arrive ici avec toutes les marques qu'il y a, donc vous voyez les plus connues, forcément. Voilà. Et donc, même s'il n'y aura pas une énorme croissance à l'avenir, on joue la sûreté, même si sûreté n'existe pas, puisque on ne peut jamais être totalement sûr avec une société. Mais globalement, quand on voit ce genre d'éventail, on paye pour la stabilité, pour la prévision des résultats, et pour le fait que même si une marque décroche, il y en a peut-être une marque qui tirera vers le haut, ou même 3 marques qui resteront relativement stables, ce qui fait que même si une marque décroche et perd moins 30%, si elle toute seule dans tout le portefeuille représente 10%, même si vous perdez un tiers de 10%, vous ne perdez que 3% de chiffre d'affaires, ce qui est relativement raisonnable pour une société, même si ce n'est jamais une bonne nouvelle. Donc on joue la prédictibilité, on joue la sûreté, on joue le long paquebot, le long fleuve tranquille, sur le fait que, voilà, il y a peu de chances que quelque chose de dramatique arrive, et normalement, le secteur de l'alcool étant plutôt mature et maîtrisé, on peut envisager des bénéfices futurs relativement stables et pérennes. On voit aussi un petit éventail du nombre de marques qu'il peut y avoir, donc il n'y a pas tout, mais on voit globalement qu'il y a quand même pas mal de marques différentes et que du coup on a un portefeuille bien diversifié, en tout cas au niveau de l'alcool. Quoi qu'il en soit, la société pour moi n'est pas sous-valorisée, on est même plutôt survalorisé, mais on paye le fait que ce soit relativement stable, qu'il y ait une ligne de croissance relativement douce, mais relativement certaine, et donc forcément la qualité et la sûreté, la prédictibilité, ça se paye, surtout dans des temps difficiles un peu comme aujourd'hui où on entend beaucoup d'inflation, récession, stagflation, etc. Forcément, dans ces moments-là, les gens se rapatrient vers les meilleures marques ou les meilleures sociétés, ce qu'ils estiment en tout cas être les meilleures sociétés, et on se retrouve avec des prix qui tiennent et des prix qui restent relativement valorisés, même si l'avenir n'est pas radieux, même si on ne gagnera pas forcément aussi bien qu'on l'aurait espéré, puisque quand on va voir sur TradingView et consommer ici sur les revenus projetés, alors hop, bénéfices, consommer en annuel, on voit bien qu'ici, on a eu une estimation à 9,42, reporté 9,11, et finalement l'année prochaine 9,16, donc on stagne. Après, on reprend éventuellement une croissance, 10,3, 10,91 et 11,93, mais on voit bien qu'ici, il y a une stagnation parce que forcément, on est sûr de rien et on ne prévoit pas une énorme croissance. Donc, à vous de voir si jamais vous voulez plutôt tabler sur la stabilité, la prédictibilité, même si on n'est jamais sûr de rien, ou si vous dites, moi, s'il n'y a pas de croissance ou très peu, parce qu'il y en a quand même un petit peu, mais c'est surtout par du rachat et de l'optimisation, pas parce que le marché est très demandeur et pas parce qu'on fait énormément grandir le chiffre d'affaires, l'entreprise elle-même. C'est vous qui voyez, si vous préférez jouer en vous disant je ne prends pas de la croissance, je joue plutôt la prédictibilité,
vous pouvez vous mettre dessus. Si jamais vous vouliez de la croissance et surtout beaucoup de croissance, Pernod Ricard n'est peut-être pas une société pour vous. Quoi qu'il en soit, faites comme bon vous semble, faites selon vos recherches, lisez les rapports financiers, écoutez les conférences calls, étudiez votre propre portefeuille, essayez de le diversifier ou au moins en tout cas de faire ce qu'il faut pour bien dormir la nuit. Et moi je vous dis à la prochaine. Salut!